Il y a une question qui se pose, c'est qu'on a évidemment vu ces chiffres très, très troublants, pas d'épidémie, des incidences moindres que les années précédentes avec la grippe, mais il y a une réalité des chiffres, c'est la mortalité. Alors, c'est une transition facile, évidemment, pour passer la parole à Vincent Pavant, qui va, lui, nous parler des chiffres de la mortalité pour qu'on comprenne un petit peu si, finalement, cette épidémie, il y a peut-être moins de cas, mais si elle est grave et qu'elle est très mortelle, évidemment, ça devient très embêtant. Alors, Vincent, qui va bientôt apparaître, je pense. Voilà. Rebonsoir, Vincent. Tu vas peut-être nous donner cette réponse. Finalement, Hélène nous a dit, ben non, il y a beaucoup moins de malades et beaucoup moins de cas que lors des épidémies de grippe habituelles. Finalement, on n'est pas au seuil épidémique. Mais qu'en est-il de la mortalité? Alors, la mortalité sur 2021, bon, elle est en cours, donc on ne pourra pas trop le dire. En tout cas, on peut revenir sur celle de 2020, puisque tout le monde sait que la mortalité, c'est effectivement le signe le plus grave d'une épidémie. C'est effectivement sur cela qu'on doit se baser pour savoir si l'épidémie est effectivement dangereuse ou pas. Et on a essayé de nous dire depuis le début, depuis qu'on a compté les morts en mars 2020, que effectivement cette épidémie, ce virus était particulièrement mortifère et que il allait décimer effectivement la population, peut-être autant que la grippe espagnole. On se souvient des prédictions apocalyptiques de Neil Ferguson qui ont présidé au premier confinement, donc le 17 mars 2020. Et donc aujourd'hui qu'on a un an effectivement de recul, eh bien on peut commencer à faire des statistiques et à comparer la mortalité de 2020, donc une mortalité où, qui plus est, je vous rappelle, on a quand même refusé les soins effectivement aux patients et qu'à la place on leur a quand même administré un petit peu de Rivotril, voilà. Et donc en fait on peut faire maintenant les bilans et comparer donc ce qui s'est passé en 2020. Et la conclusion qu'on peut en tirer, donc je vais vous présenter ce calcul, donc je spoil déjà un peu la fin, c'est que bien en 2020 on ne meurt pas plus qu'en 2015. Donc ça c'est important parce que 2015 personne ne se souvient qu'en 2015, sous prétexte qu'il y a eu une épidémie de grippe, effectivement, comme celle qu'avait présentée donc Hélène, eh bien, on a mis tout le monde sous cloche, on a interdit aux gens de sortir, et puis on a masqué effectivement tout le monde. Donc, le calcul que je vous présentais, bon, ils ont été initiés par Pierre Chaillot et par Laurent Toubiana. Donc, c'est une méthode de comparaison, en fait, des mortalités d'une année sur l'autre qui est très astucieuse et qui me paraît tout à fait intéressante. Elle a été programmée par Lena Gitwen, qui est le pseudonyme d'une chercheuse en informatique. Et donc, elle est présentée aujourd'hui par moi, qui me suis assuré, bien sûr, que toutes les méthodes mathématiques étaient cohérentes, étaient bien programmées, et donc donnaient bien les résultats que je vais vous présenter. Alors, juste, hop, je reviens, donc voilà. Donc bon, on a essayé de nous faire croire, ou on essaie de nous faire croire que la Covid serait une maladie particulièrement dangereuse. Pourtant, en fait, il y a, selon même l'INSEE, si on comparait déjà les années de mortalité en 2020 et celles en 2015, on verrait qu'il y a exactement la même surmortalité. Alors, le mot surmortalité, il est un peu galvaudé parce qu'on ne sait pas forcément très bien le définir. En tout cas, il faudrait bien le définir pour être sûr. La surmortalité, c'est juste la variation pour l'INSEE, en fait, et bien de mortalité d'une année sur l'autre. Donc, en 2020, c'est le choix aussi de l'INSEE. Donc, je vous ai mis les références, comme toujours, puisque nous, on donne toujours une information loyale et vérifiable. C'était, je pense, une des marques de fabrique du Conseil scientifique indépendant. En tout cas, il faut la suivre. Donc, il y a eu 658 000 personnes qui sont décédées. Et ça représentait, par rapport à 2019, une augmentation de 7,3%. Et bien, figurez-vous que c'était exactement la même augmentation, donc en pourcentage, de 2015 par rapport à 2014. Donc ça, c'était une première indication qui disait qu'effectivement, on ne mourrait pas beaucoup plus en 2020 qu'en 2015. Et donc, on va le voir un peu plus en détail. Pourquoi, effectivement, d'un point de vue très mathématique et très statistique, donc en suivant la méthode de Laurent Toubiana et de Pierre Chaillot, eh bien, comment on peut arriver également à cette conclusion mathématique. Donc, je vais mettre quelques formules, vous m'excuserez, mais bon, quand on fait des statistiques, il faut un peu quand même définir un peu les choses, c'est important. Donc, nous, on va se comparer les mortalités de 2020 jusqu'à remonter à l'année 1962. Donc, pour chaque année cas entre 1962 et 2020, on va définir et calculer des taux de mortalité en particulier. Θ, c'est l'âge d'une personne, effectivement, entre 0 et, mettons, 100 années. Et on va considérer ce qu'on appelle des classes d'âge ou la pyramide des âges. C'est
Donc, pour une année donnée, on compte le nombre de personnes qu'il y a dans chaque tranche d'âge. Et on va également compter pour chaque année le nombre de personnes qui sont mortes à un âge donné. Voilà. Et donc, quand vous avez ces données qui sont en fait officiellement publiées par l'INSEE, vous pouvez les télécharger sur le site de l'INSEE, vous pouvez définir pour chaque tranche d'âge et pour chaque année qui vous intéresse ce qu'on appelle le taux de mortalité, c'est-à-dire tout simplement la division du nombre de morts d'âge θ à l'année K par la population totale d'âge θ à l'année K. Voilà. Alors, exemple, pour 1976, donc il y a 57 ans, on peut lire dans les fichiers de l'INSEE qu'il y a eu 4010 morts donc, de 57 ans l'année 1976. Par ailleurs, le nombre total de personnes qui avaient 57 ans en 1976, c'était 386 713 personnes. Et vous en déduisez donc un taux de mortalité des 57 ans l'année 1976, qui est bien sûr la division des deux, qui donne donc un taux de mortalité, vous le voyez ici, de un peu plus d'1%. Donc voilà pour l'outil. Donc en fait, effectivement, taux de mortalité donc, par tranche d'âge et pour chaque année, vous pouvez le calculer pour toutes les années enregistrées donc, à l'INSEE. Alors, une fois que vous avez donc défini ce taux de mortalité donc, par tranche d'âge et pour chaque année, ce que vous allez faire, donc l'idée principale du calcul, donc l'idée de Laurent et de Pierre Chaillot, c'est de dire, voilà, nous, on va considérer la pyramide des âges de 2020, c'est-à-dire qu'on va prendre pour 2020 la répartition donc par classe d'âge et on va faire mourir, en fait, entre guillemets, cette pyramide des âges avec les taux de mortalité des années précédentes. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, si vous comparez le nombre brut de morts d'une année sur l'autre, ce n'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce que d'une année sur l'autre, vous avez éventuellement des effets de vieillissement de la population qui fait que plus vous avez une population vieille, plus elle va avoir tendance à mourir. Et puis également, vous savez que la population augmente et donc, si vous avez une population où il y a un nombre élevé de personnes, il y aura à la fin de l'année forcément un nombre plus élevé de personnes qui vont mourir. Donc en fait, c'est l'idée de effectivement faire mourir une certaine pyramide des âges avec les taux de mortalité des années précédentes. Ça permet d'éviter ces effets totalement artificiels en fait, à la fois de vieillissement et d'augmentation ou de diminution effectivement des populations donc d'une année sur l'autre. Alors, le principe donc c'est de définir pour chaque année et pour chaque classe d'âge en fait, le nombre de morts qu'auraient eu donc les personnes de l'âge θ donc en 2020 s'ils avaient vécu et s'ils étaient morts en fait l'année K. Alors, on reprend notre exemple avec K égale 1976 et pour 57 ans. Sachant qu'il y a donc en 2020 et pour 57 ans 860 081 personnes, sachant que en 1976, des personnes de 67 ans mouraient avec un taux de 1%. Si on avait fait vivre, donc effectivement, en 1976, les gens de 57 ans, il en serait mort 8 997. Alors voilà comment on peut lire ce calcul. Si les personnes âgées de 57 ans en 2020 avaient vécu en 1976, il en serait mort 1897. Alors pour information et à titre de comparaison, sachez qu'en 2020, il est mort 4250 personnes ayant 57 ans. Donc, vous voyez que effectivement, déjà, il faut relativiser les choses. C'est-à-dire que si on se reporte maintenant à effectivement 45 ans en arrière, malgré la Covid, on serait mort 2 fois plus, et même plus de 2 fois plus, effectivement, en 76. Et je vous signale qu'à l'époque, évidemment, on ne mettait pas tout le monde sous cloche, même si 1976 avait été une année particulière de canicule, par exemple. Donc voilà pour le calcul. Donc on va recréer donc pour chaque tranche d'âge et pour chaque année les taux de mortalité, les mortalités correspondantes. Donc une fois que vous avez donc pour chaque tranche d'âge et pour chaque année donc 2019 etc. Les morts donc ajustés, vous calculez le nombre total de morts ajustés. Donc vous faites la somme sur les classes d'âge du nombre de morts et puis donc vous obtenez pour une année donnée le taux global de mortalité en faisant donc la division du nombre de morts ajustés par la population de 2020. Et donc, c'est justement ces taux de mortalité que vous allez comparer en fait les uns avec les autres, donc pour cas variant de 2020, 2019, etc. jusqu'à 1960. Et qu'est-ce que vous obtenez ? Vous obtenez donc la courbe suivante. Alors, donc ça, c'est les fameux taux de mortalité ajustés donc au cours du temps. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Voilà, ils disent qu'effectivement, en 2020, on est mort donc avec un taux de mortalité globale qui est de 1% à peu près de la population, et qu'effectivement, quand on remonte un peu les années et les taux de mortalité, on voit qu'en 2019, on avait un taux moindre de 0,93 à peu près, etc., mais que quand on remonte à l'année 2015, on a, vous voyez, exactement le même taux de mortalité globale qu'en 2020. Autrement dit, c'est vrai qu'on n'est pas plus mort en 2020 qu'en 2015, donc avec la méthode de calcul que je vous ai présentée, qui est la seule à peu près fiable
pour estimer la mortalité. Et la raison pour laquelle on a une remontée ici du taux de mortalité, effectivement, c'est spectaculaire entre 2019 et 2020, c'est tout simplement ce qu'on appelle un effet moisson. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet moisson? Laurent Toubiana pourra, je pense, le commenter un petit peu après la présentation. C'est que vous voyez que c'est pas tant que 2020 est une année de surmortalité, que 2019, 2018, 2016, en fait, sont des années de sous-mortalité. C'est-à-dire que là, effectivement, pour ces années-là, les syndromes respiratoires, ce genre des canicules, etc., n'ont pas été forcément très virulentes. Et donc, on a eu une baisse de la mortalité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis, en fait, à des gens de survivre, en fait, effectivement, ces années-là, parce que les syndromes respiratoires, etc., n'étaient pas trop virulents. Et que donc, dès que vous avez à nouveau l'apparition d'un nouveau virus, eh bien, vous avez une remontée de la mortalité parce que finalement, meurent en 2020 les gens qui ne sont pas morts en 2019, en 2018, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'effet moisson. Et ça se traduit tout simplement cette année 2020 par le fait que, effectivement, ceux qui ont été particulièrement touchés par la mort de la Covid, c'était les plus de 85 ans. Et donc, ces plus de 85 ans, vous voyez, 85 ans, c'est un petit peu au-dessus de l'espérance de vie. Et donc, finalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on avait laissé des gens vivre alors qu'ils auraient peut-être dû mourir les années précédentes, mais comme les syndromes respiratoires, canicules, etc., étaient un peu moins virulents, et bien du coup, fort heureusement, ils ont eu un peu plus d'espérance de vie, ce qui est tout à fait bien. Mais donc, il y a toujours un rattrapage. Et vous voyez que ces rattrapages, donc, ces effets de surmortalité après des effets de sous-mortalité, c'est quelque chose de très constant. On voit ici, ça arrive un peu tout le temps. Donc là, on voit qu'on a une diminution structurelle depuis effectivement 1960, qui est liée à l'augmentation structurelle des soins, et que là, effectivement, en 2020, on a une petite remontée, mais qui correspond essentiellement à un effet moisson après 3 grosses années, effectivement, où on n'a pas eu de mortalité. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, dire que 2020 était une année particulièrement mortelle, épouvantable, comparable à la grippe espagnole ou à la grippe de Hong Kong, c'est parfaitement fallacieux. C'est complètement faux, ça n'a aucune valeur statistique. C'est juste, effectivement, qu'on est revenu en 2015 parce qu'il y a eu un effet moisson lié à 4 années de baisse consécutive. Et vous voyez que la mortalité de 2020, elle est 2,5 fois plus faible que celle des années 60. Et donc, en 60, eh bien, malgré ces taux de mortalité élevés, on ne confinait pas tout le monde, effectivement, pour une grippe. Voilà. Donc, j'en ai terminé, effectivement. Donc, pour finir, on ne meurt pas plus en 2020 qu'en 2015. Et même toutes les années avant 2014 sont plus mortifères que 2020. Donc, il y a, vous le notez ici, vous pouvez tous ces calculs que je vous ai présentés en très faible partie, les faire tourner vous-même grâce à un Google Colab donc, créé par Lana Gitron, donc cette informaticienne. Donc, vous allez à l'adresse suivante, vous vous connectez, et si vous avez un Google Drive, vous allez pouvoir exécuter tout seul comme un grand tous les programmes donc, écrits par Lana Gitron qui vont vous donner toutes les courbes que je vous ai présentées et même celles que je ne vous ai pas présentées. Et je tiens ici à rappeler le soutien total et l'admiration d'ailleurs que j'ai pour Pierre Chaillot et Laurent Toubiana, qui ont écrit donc un très bel article sur la mortalité que je vous conseille d'aller voir donc sur le blog Mediapart de Laurent Mukeli, et pour lesquels ils ont subi la malveillance d'un certain William Oduro, qui est fact-checker du Monde. Alors je rappelle que M. Oduro, fact-checker du Monde, qui se permet de donner des leçons de science aux autres, est avant tout un spécialiste de jeux vidéo. Voilà. Eh bien, moi j'en ai fini et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Vincent. Alors, vous avez pris à la fois un cours de mathématiques, ce que M. Oduro devrait faire certainement et retourner rapidement à l'école pour comprendre en fait les études et les chiffres, parce que je pense que même si les formules mathématiques paraissent très compliquées, la conclusion est assez claire et assez simple finalement. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres si on les compare à n'importe quoi. Évidemment, si on compare la mortalité de 2020 à des années où la mortalité était faible, il est facile de dire qu'on meurt plus, mais on se rend compte en analysant un petit peu plus en avant les données que finalement, en 2020, nous ne sommes pas morts, entre guillemets, plus que les autres années. Mais peut-être que Laurent voudra rajouter un petit mot avant de passer la parole au troisième conférencier. Avec plaisir. Je tiens à remercier Vincent qui a fait une très très belle présentation. Et c'est pas de la flagornerie de ma part, je ne l'avais pas vu. Et vous voyez la manière de présenter, je suis même moi-même surpris parce que j'ai travaillé là-dessus pendant des semaines. Et c'est une autre manière de présenter les choses et vraiment bravo. Ce qu'il faut savoir tout de même, on était parti sur cette affaire-là parce que
on s'était aperçu que de toute façon, euh, peu, peu importe l'événement sanitaire qu'on allait subir dans cette année, par exemple, ou les autres années, mais d'une manière absolument logique, la mortalité allait augmenter en France parce que on arrivait, si vous voulez, à la fin du gain en espérance de vie. C'est-à-dire que depuis des années, l'espérance de vie a augmenté et au bout d'un moment, on arrive finalement à une forme de butée, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de centenaires, mais on ne peut pas aller beaucoup au-delà. Et donc, d'une manière inéluctable, de, on s'attendait à avoir une augmentation de la mortalité. Il se trouve que cette partie des gens qui gagnent de l'espérance de vie, eh bien forcément vieillissent. Et donc ces personnes vieilles sont plus sensibles. Alors vieilles, il n'y a aucun jugement de valeur hein, là-dessus, bien sûr, évidemment, mais elles sont bien plus sensibles aux événements sanitaires. Et à partir du moment où la population vieillit, bien globalement, les gens meurent plus. Il se trouve que la moindre petite pichenette sanitaire et toutes ces personnes qui étaient finalement dans un état de vie précaire, eh bien, meurent. Mais voilà. Alors, il y a un autre aspect, c'est la notion de harvesting, la notion de moisson. C'est vrai que c'est assez moche comme mot. On moissonne les personnes, mais il est vrai que dans le milieu médical, on parle assez souvent de PPH, passera pas l'hiver. Et passera pas l'hiver, pourquoi? Parce que en hiver, il y a une surmortalité naturelle, c'est-à-dire qu'au passage d'une épidémie, eh bien, des gens se synchronisent pour mourir au moment du passage de l'événement sanitaire. Et donc, cette synchronisation a deux effets. D'une part, elle fait un pic de mortalité, et puis, dans les mois qui suivent, il y a une sous-mortalité, ou même dans les années qui suivent, si l'événement sanitaire a fait sa moisson suffisamment forte, eh bien, pendant les années qui suivent, il y a une sous-mortalité. Et c'est exactement ce que l'on a vu ici, parce que pendant en 2016-2017, il y a eu une surmortalité, donc un pic de mortalité, et les années qui ont suivi, il y a eu pendant longtemps une sous-mortalité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette sous-mortalité-là? Ça veut dire que les gens qui auraient dû mourir normalement ont pris ce compartiment-là, c'est-à-dire cette catégorie de personnes qui sont plus vieilles se remplit et puis attend un événement pour se synchroniser et mourir ensemble. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé au passage du Covid. Et c'est ce qu'on a remarqué. Alors, ça fait beaucoup de morts d'un seul coup, mais ça se passe à peu près tous les ans en période épidémique fort, tous les ans ou tous les 2 ans. En fait, lorsqu'on regarde les courbes épidémiques, une année sur deux, il y a un pic épidémique fort, un pic de mortalité fort, et puis après, l'année suivante, il est beaucoup moins fort. Donc, c'est ça l'effet de moisson. Voilà, merci beaucoup, Laurent. J'ai pas grand-chose à rajouter, ouais. si ce n'est merci beaucoup, Laurent. Bon. Non, si tu veux, vas-y, je veux pas te couper. Ouais. Non, mais il y aura probablement sur la mortalité d'autres choses à dire encore, très importantes, et je ferai peut-être moi-même une petite présentation. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, en tant que clinicien, je vois des chiffres passer depuis tout à l'heure et c'est vrai que quand on est dans le service, on a du mal à avoir ce regard-là, ce recul-là. Et je pense que c'est important de se donner une mémoire. On a besoin des épidémiologistes, on a besoin d'avoir ce recul-là. Dans cette épidémie, tout a été centré sur l'épidémiologie, avec une épidémiologie paniquée et de l'autre côté, des cliniciens paniqués et sans mémoire. Donc, je pense qu'il faut des cliniciens pragmatiques qui gèrent la réalité immédiate et qui demandent à ceux qui maîtrisent les chiffres de leur donner du recul
de leur donner de l'ampleur et d'arriver à voir les choses loin du nez dans le guidon. Là, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, c'est que les cliniciens ont été le nez dans le guidon des chiffres, sans mémoire et sans regarder vraiment ce qui se passait au lit du malade. Donc, on a tout fait comme il fallait pas, j'ai l'impression. Donc, mais c'est intéressant parce que je vois que vous parlez avec une certaine déconstruction de la mortalité, quelque part, une vision mathématique. Et c'est peut-être aussi un des hiatus qu'il y a dans notre société, c'est la très grande émotion qu'il y a autour de la mort et la difficulté à accepter l'idée qu'on meurt. Et vous, finalement, vous nous montrez que on meurt, et parfois on meurt un peu plus, parfois on meurt un peu moins, et que globalement, il n'y a pas de grande rupture dans l'histoire du monde avec le Covid en termes de mortalité. Oui, merci Louis. Alors, on a vu des chiffres sur l'épidémie, le nombre de cas, le nombre de malades, qui étaient surprenants et pas du tout au même niveau que ce qu'on nous annonce. Vincent vient de nous montrer les chiffres de mortalité qui sont finalement assez, je vais dire, ordinaires. Je sais que c'est un terme un peu dur pour des gens qui meurent, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont souffert en 2020 et avec des décès dans des conditions difficiles. Mais finalement, les chiffres n'ont pas l'air et ne sont pas aussi importants que ce que l'on nous annonce à la télé ou ailleurs.